Ha sido una cosa un poquito inesperada, una suerte que hemos tenido de que Ken Bugul, la novelista senegalesa, una de las escritoras más reconocidas y más importantes, on peut dire, oui, on dit, por supuesto de Senegal, africana, se encontraba en Barcelona, en la Barcelona Negra, y en el camino de vuelta a Dakar y de ida a Barcelona pasó por aquí y pudimos montar esta actividad, un diálogo con ella, aprovechar que es una escritora en continuo trabajo, que no para de escribir, que está en un proyecto ahora, que en febrero estará probablemente buscando editorial, que la hemos traducido. El año pasado publicamos una nueva traducción de Le Baobab Fou, El Baobab Loco, una de sus principales, la primera novela. Y queríamos aprovechar sobre todo para que ustedes tuvieran contacto con ella, porque aunque ha estado aquí en varias actividades, en la Feria del Libro, ha estado en Tenerife, en Periplo, en el Salón del Libro Africano, nunca, a pesar de haber trabajado mucho con ella, nunca la habíamos tenido aquí en Casa África. Queríamos honrarla aquí, recibirla aquí y que pudiera tener un contacto directo también con un público diferente, gente que ya la ha visto y gente que no. La cosa, el diálogo no está pensado para que hablemos nosotras dos, sino para que ustedes tengan la posibilidad de poder plantearle las preguntas que quieran a ella. Si quieren, bueno, aquí está su biografía en el libro que nosotros publicamos el año pasado. Para dar un poquito de información sobre ella, nació en Senegal en 1948, en realidad se llama Marietou Mbaye Bileoma, pero el seudónimo Ken Bugul significa la que nadie quiere en Wolof. Está considerada como una de las grandes escritoras africanas y su obra prácticamente autobiográfica cuenta con los títulos El Baobab Loco, Cenizas y Brasas, Rihuano, El Camino de Arena, La Locura y la Muerte, Al Otro Lado de la Mirada, La Calle Félix Faure, La Pieza de Oro, Mis Hombres, A mí, Ir y Volver y Cacofonías, que es el último libro que publicó en el año 2014. En estos textos ella habla fundamentalmente de los dilemas de la diáspora, de las mujeres de la diáspora senegalesa, de su propia experiencia, de la herencia colonial, el problema identitario y las relaciones humanas. Bienvenue. Merci. Ok. Pour beaucoup de gens qui n'ont pas Hay mucha gente que no ha tenido el placer de conocerla antes. ¿Podría explicar en qué momento de su creación está ahora mismo? Mejor en español. Se encuentra ahora. ¿En qué proyecto literario? ¿Haciendo qué? Ahora. Assalamu alaikum tout le monde. Bonsoir, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que je viens, pardon, la traductrice, parce qu'à veces hablo español y a veces hablo francés. Je pense que je vais parler en français. Pero voy a hablar en francés. Oui, je suis en train, je l'ai fini depuis. Ahora mismo, porque beneficié el año pasado de una beca de residencia para escritores en Suiza, en Zúrich, con Literaturhaus. Pasé 6 meses en Suiza y escribí un libro sobre el asunto de las migraciones, de la inmigración y de las migraciones en general. Lo que me interesó más no fueron las personas que se van, que emigran, ni la situación de los inmigrantes en los países de acogida, porque lo que me preocupa a mí, que vivo en África,
en Senegal en este momento es el retorno de los inmigrantes. Entonces, el libro se centra esencialmente en el retorno de los inmigrantes. Este es el planteamiento que hago en el libro. Quería hablar de... Souvent ici en Europe, à chaque fois on me dit oh, mais tous ces immigrés, tous ces migrants, c'est parce que chez vous c'est pauvre, il n'y a pas de travail. Je dis non, le problème c'est pas un problème de pauvreté économique. D'abord, migrer, c'est naturel. Les Espagnols ont beaucoup migré dans le monde, en Europe, en Amérique du Sud, etc. C'est un mouvement naturel. Mais le problème des immigrés africains, c'est pas beaucoup. Ils sont très peu en Afrique subsaharienne. Les immigrés africains de l'Afrique subsaharienne, comparés au nombre de migrants qu'il y a, c'est très 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 peu. C'est 0,5, même pas 1% des immigrés. Mais comme ils sont noirs, quand on voit un noir, on croit qu'on en a vu 10 ou 20, alors que c'est seulement un. Ils sont visibles, c'est la visibilité que, oh là là, tous ces noirs. Mais en fait, il n'y a pas que des noirs, il y a plus d'autres peuples que les gens venant d'Afrique subsaharienne. Donc, et puis c'était pour expliquer, pour que les gens comprennent que ce n'est pas une question simplement économique. C'est une question plutôt... parce qu'en Afrique, les relations humaines, et particulièrement les relations par rapport aux parents, c'est quelque chose de fondamental. Le père et la mère. Pour un garçon, un jeune homme ou une jeune femme qui émigre tout seul, ce n'est pas les couples mariés... etc. Mais si c'est un jeune homme ou une jeune femme qui émigre, souvent, c'est pour honorer ses parents. C'est un devoir d'honorer ses parents et particulièrement d'honorer sa mère. Parce que chez nous, perdonne los hombres, hein, parce que chez nous, dans les relations familiales, les parents, quand on dit parents, l'élément le plus fondamental, c'est la mère. Bon, où sont les papas? Pardonne los papas. Les papas, c'est la mère. Parce que c'est une question d'honneur, c'est une question de devoir, réussir pour sa mère. Donc, ce n'est pas réussir pour que sa mère, bon, parce qu'elle n'est pas bien ou qu'elle est malheureuse ou qu'elle n'a pas à manger, mais on veut lui prouver. Parce que les femmes africaines donnent énormément pour leurs enfants. Pour les maris aussi, pour tout le monde. C'est des femmes travailleuses, courageuses, imbues de leur rôle, qui se démènent tous les jours et qui n'ont de préoccupation que le bien-être de leurs enfants et de leurs maris. La réussite de leurs enfants. Quand deux enfants sur 3 qui vont à l'école en Afrique, c'est la mère qui s'en occupe. Quand un enfant a bien mangé, c'est sa mère. Quand un enfant a la santé, c'est sa mère. Donc, elle joue un rôle fondamental. Donc, un jeune homme ou une jeune femme majeure se dit, il faut que je rende hommage à cette femme qui s'est battue, qui s'est sacrifiée, qui ne veut rien d'autre que la réussite de ses enfants. Donc ça, c'est une des raisons fondamentales, essentielles de la migration que nous observons ces 10-15 dernières années. Les autres formes de migration avant, c'était des problèmes de sécheresse, des problèmes climatiques, des problèmes de conflit. Encore aujourd'hui, les pays en conflit, ou l'insécurité, ou les persécutions. Il y a toutes sortes comme ça de raisons d'émigrer qui existaient avant, dont certaines existent toujours, notamment le problème des conflits. Et nous allons, les prochaines années, nous aurons un problème, une raison d'émigration, et ça va être pour des raisons climatiques. Donc, c'est de ça que je traite dans ce livre qui s'appelle Villa 73. Oui.
Après, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, pourquoi Villa 73 Pourquoi Villa 73? Mais parle d'autre chose, parce qu'après, ils vont poser les questions. Bueno, Il faut que... La cosa es que cuando ustedes quieran, metan mano, interrumpan y pregunten, porque para eso no tenemos tampoco 3 horas. Hay que aprovechar que está aquí para preguntar, para intervenir en cualquier momento. Pourquoi Villa 73? Donc, comme je parlais du problème du retour, donc c'est l'histoire, parce que les immigrés vivent des tragédies quand ils sont dans les pays d'accueil dont les gens ne se rendent pas compte. On a beaucoup de cas de migrants, donc d'immigrés quand ils sont dans le pays d'accueil, qui travaillent et qui envoient de l'argent régulièrement. Un immigré, s'il gagne même 1000 euros, il va envoyer presque les 800 euros à la maison. Et quand ils envoient dans la hiérarchisation familiale, parce que chez nous, ce n'est pas des sociétés patriarcales ou matriarcales. C'est des sociétés où il y a un homme, il y a une femme. Mais du côté de l'homme, il y a toujours un élément féminin qui est la sœur du père, que vous pouvez retrouver dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Et du côté de la mère, c'est son frère, l'élément masculin, le frère, qui est l'oncle. Donc, l'immigré, comme toujours, pense à sa mère, donc c'est son oncle maternel, et souvent, ils envoient de l'argent pour construire une meilleure maison, pour que les enfants mangent mieux, aillent à l'école, etc. Et il est arrivé, j'ai pris le cas d'un immigré qui a envoyé 73 Western Union. C'est pour ça que ça s'appelle Villa 73. Le nombre d'envois, c'est 73 Western Union. Donc si on calcule ça, 12 mois, combien de fois, pendant combien d'années il envoyait l'argent à son oncle maternel pour la construction d'une villa. Et l'oncle, il a détourné l'argent. Donc, mais l'oncle, et ça se fait encore, même aujourd'hui, l'oncle, quand il lui a dit, tu as acheté le terrain, il dit oui, 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 mais il demande à un photographe de se promener. Quand il voit un terrain vide, il prend une photo. Il lui envoie, voici le terrain que j'ai acheté. Après, il se balade, il voit un chantier. Il fait la photo, voici le chantier que tu es en train de faire. Parce que je l'ai romancé, mais ça c'est la vérité aussi. Et il voit une maison qui est presque prête. Il va photographier, la maison est presque prête. Une maison qui est complètement terminée avec des plantes, des fleurs. Il va envoyer une photo que, voilà, la maison est prête. Et maintenant, lui, il dit qu'il va retourner pour inaugurer la villa. Mais en fait, quand il est arrivé, l'oncle avait détourné l'argent. Et ça, beaucoup d'immigrés ont ce problème d'envoyer l'argent à un oncle et l'oncle détourne l'argent. Et même l'État avait essayé, dans le cas du Sénégal, et peut-être certainement dans d'autres pays d'Afrique, d'essayer un peu de voir avec les banques, si des banques peuvent ouvrir dans les pays d'accueil. Je sais qu'en France, il y a la BHS, à New York, aux États-Unis, il y a aussi la BHS. Je ne sais pas en Espagne s'il y a la BHS, pour épargner leur argent dans des banques. L'État aussi, mais il n'a pas réussi, il a failli. L'État a proposé des projets où les immigrés pouvaient donner de l'argent pour qu'on leur donne des maisons. Mais là aussi, actuellement, c'est le problème que j'ai laissé au Sénégal, parce que les promesses n'ont pas été tenues et beaucoup d'immigrés d'Italie surtout ont leur argent. On ne sait pas si c'est détourné ou c'est... Donc l'immigré ne fait plus confiance aux dirigeants politiques et les banques, il faut que les banques du Sénégal ou des banques qui correspondent ouvrent dans les pays d'accueil pour permettre aux immigrés de pouvoir économiser de l'argent sur place au lieu de faire l'envoi. Donc lui, il a envoyé 73 mandats de Western Union pour une villa. C'est pour ça que j'ai appelé la villa 73. Et quand il est arrivé, il n'y avait pas de villa.
Donc en gros, c'est ça. Mais comme c'est un roman pour expliquer toutes les raisons, etc. C'est pour ça que j'ai appelé le livre Villa 73. Cuando Ken Vogel ha estado aquí en ocasiones anteriores, ha hablado sobre todo de sus primeras obras, del Baobab Loco, de cómo llegó a Europa para estudiar, su experiencia en Europa y luego el regreso à Sénégal. Donc, vous avez commencé avec votre propre histoire, en train de vous regarder vous-même, mais après, maintenant, ce que vous faites pour la littérature, c'est un boulot, pas une thérapie. Et c'est aussi parler des choses qui sont dehors, pas dedans vous. Comment votre littérature a évolué pendant ce temps? Oui, j'ai commencé par l'autofiction, parce que le Baobab Fou, c'est une autofiction, parce qu'il y a, il y a des choses vraies, des choses, etc. Mais l'autofiction, même quand j'ai commencé ça, à l'époque, on ne parlait pas d'autofiction. Ça me permettait de jongler entre la réalité et la fiction pour que je puisse m'exprimer plus, aller fouiller dans ma vie des choses que s'il n'y avait pas une partie fictionnelle, je n'aurais pas eu le courage de leur dire. Donc c'était une espèce de mise en abîme du personnage, parce que Ken Bougoul, ce n'est pas mon nom de plume, c'est le nom de l'héroïne dans le Baobab Fou. C'est après l'éditeur qui dit que c'est scandaleux, qui a pris le nom de l'héroïne. Et on m'appelle Ken Bougoul, mais sinon Ken Bougoul, c'est le nom d'un personnage, etc. Donc rien que de transposer mon histoire à travers l'histoire de Ken Bougoul, de cette jeune femme qui est une de mes voisines au village, ça me permettait de plus... l'autofiction m'a permis de mieux m'exprimer, de dire tout ce que je ressentais au plus profond de moi-même. Bon, bien que après le Baobab Fou, Cendrée Braise, qui est vraiment aussi de l'autofiction, Cendrée Braise, même Riwan aussi, la partie de Rama, c'est de la fiction. C'est une espèce de légende, mais ça n'existait pas réellement. Et le livre de l'autre côté du regard. Après, il y a eu La folie et la mort, qui est sociopolitique, mais qui m'a permis encore de m'impliquer dedans, parce que j'ai toujours besoin, la thérapie, que j'écrive d'un roman policier, un peu comme Rue Félix Faure ou quelque chose comme ça, je continue toujours la démarche thérapeutique. C'est pas une espèce de thérapie. Peut-être le Baobab Fou a été un peu une thérapie, mais le reste... comme je dis, le Baobab Fou, j'écris ça par nécessité, et le reste de mes ouvrages, c'est par passion. Mais n'empêche que moi, l'écriture, pour moi, c'est de la démolition de mon personnage du Baobab Fou. J'étais obligée de démolir ce personnage en l'étalant comme ça dans cette autobiographie où je disais tout. C'était pour détruire, casser, démolir le personnage. Mais les gens parlent de reconstruction. Non, 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 non. Moi, je ne fais pas de la reconstruction. Il n'y a pas quelque chose qui est démoli, je reconstruis sur ça. C'est-à-dire, ça m'a permis, de cette démolition, de fabriquer un autre moi-même. Je me suis fabriqué un autre moi-même. Et ça m'a permis, avec tous les livres que j'écris, si je traite de la corruption dans un roman, par exemple dans La pièce d'or, je crois. En même temps, je fais un travail sur moi pour que désormais, je ne peux plus, moi, quelle que soit la situation, me retrouver dans des situations de corruption. Que je ne veux corrompre personne et personne ne va me corrompre. Donc c'est un travail que je fais sur moi. Les religions, quand je voulais m'en débarrasser, j'ai écrit Rue Félix Faure pour ne pas avoir à subir religion chrétienne, religion musulmane, quelle que soit la religion, etc., pour me débarrasser un peu du dogme. J'aime pas le dogme. Donc ça m'a permis de me débarrasser du dogme. Je crois en une force, une énergie, et parfois même, j'ai dit ça chez les Polonais, quand le Rue Félix Faure a été traduit en polonais, que finalement que moi j'étais Dieu.
Alors ils étaient là, ah bon? Je dis oui, je suis Dieu. Même au Sénégal, quand j'ai dit ça une fois, le lendemain, la presse, Ken Bougoul se prend pour Dieu maintenant. Alors que je voulais dire qu'il y a une part de divin. Nous sommes tous, c'est nous qui créons Dieu. Il existe à travers nous. Et pourquoi pas, chacun de nous est Dieu. Mais ça, c'était parce que je voulais me débarrasser des dogmes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi en une énergie, en une force en moi-même, mais me débarrasser des dogmes. Donc chaque livre est un travail sur moi. C'est pour ça, j'ai un prochain livre après Tequila. Lui, je l'ai déjà fini, Villa 73. J'ai 2 projets, dont l'un est sur la gastronomie, parce que j'adore faire la cuisine, faire les marchés. Et je dis que dans ce livre, je ne vais pas mettre... enfin, parler en mal du queso de cabra, le fromage, et les vino tinto, Rioja, parce que je veux toujours boire du vin et manger queso de cabra. Donc chaque livre est un travail sur moi. Donc l'écriture, je ne peux pas arrêter l'écriture parce que ça me maintient dans une dynamique de perfectionner, de me perfectionner, de me bonifier, parce que même Cacophonie, quand je l'ai écrit, c'était pour me débarrasser des convictions, des certitudes, parce que parfois on est dans nos certitudes, etc. Moi je dis, oh là là, les certitudes et les convictions, ça limite quelqu'un. On est limité. Oh non, moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Non, non, moi je suis de gauche, moi non, je suis de droite, moi je suis... Ça limite un individu, alors qu'il y a tellement d'autres possibilités, d'opportunités, de perspectives existentielles, que donc j'ai voulu me débarrasser de convictions et de certitudes. Donc c'est pour ça que j'ai écrit Cacophonie, pour me débarrasser, pour me sentir libre. Donc chaque livre est un travail que je fais dans cette quête que je ne veux pas arrêter, sauf à la mort. Mais comme je m'appelle Ken Bougoul, je ne vais pas mourir comme ça. C'est quand je voudrais que je vais mourir. Quand on s'appelle Ken Bougoul, on est... Même la mort ne voudra pas de quelqu'un qui s'appelle Ken Bougoul. Ça, c'est une des significations de Ken Bougoul. C'est pour exorciser la mort. C'est pour exorciser le mauvais œil, etc. Mais fondamentalement, c'est pour exorciser la mort. Les gens qui s'appellent Ken Bougoul. Donc, être toujours dans cette quête de perfection, mais ce n'est pas pour être parfait, parce que je n'ai pas besoin d'éléments de comparaison, mais c'est pour me libérer totalement. Me libérer. Ma fille qui a 32 ans, qui va avoir 32 ans cette année, elle m'a dit l'autre jour, maman, pourquoi? J'ai dit, mais arrête de m'appeler maman, je m'appelle Marietou. Il dit, mais tu es ma maman. Je dis, mais oui, je suis la maman des autres aussi. Il dit, mais oui, mais moi, je suis ton enfant. Je dis, oui, comme ça, par hasard, tu es né de moi, mais il ne faut pas qu'on s'accroche à maman, mon enfant, mon. Mais non, on est bien ensemble, je t'aime beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Mais ça suffit, il faut qu'on casse les trucs. Donc, elle s'est rendue compte que l'effet de Cacophonie, pour me débarrasser, c'était pour me libérer des pesanteurs d'appartenance. Parce que j'avais cherché l'appartenance un peu dans la quête identitaire du Baobab fou, mais avec le temps, je ne veux même plus de sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, je ne veux pas dire oh, je suis sénégalaise, ma famille, oh, mes parents. Moi, je n'ai jamais la nostalgie. Hein. Quand je voyage, j'ai rien derrière moi. Je pense à personne, personne ne me manque. C'est là où je suis, au moment même où là, je me trouve ici avec vous. Moi, je suis très bien. Là, je suis très très bien là. Comme ça, moi, ça me va très bien. Mais je ne dis pas, je pense à ceci. Donc, je me débarrasse même du sentiment d'appartenance. Oui. Mais ça, c'est tout simplement ma passion est perdue. C'est cette quête de liberté absolue, totale, dégagée de tout. C'est ça. Donc je suis obligée de continuer à écrire. Mais en traitant de sujets comme le problème de la migration, ou de parler de corruption, ou de parler des religions, ou d'autres thématiques qui m'interpellent,
je peux être interpellée, mais en même temps, je me mets en abîme dans le sujet qui est hors de moi, parce que tout ça aussi, c'est possible. J'aurais pu être Goracène de Villa 73. Donc ça, c'est un travail permanent que je fais à travers l'écriture sur moi-même. Si on sort un peu de la littérature, même si la littérature c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et on avait un entretien avant la conférence où vous avez parlé de la situation au Sénégal où il y aura des élections bientôt et il n'y a pas de femmes candidates. Oui, ça c'est terrible ça. Cette année, on n'a pas de femmes candidates. La situation politique, la situation sociale au Sénégal maintenant, comment vous la voyez, comment vous la vivez, c'est laquelle? Non, en tout cas, actuellement, vous savez, on n'a que des préoccupations de l'instant, du quotidien. En ce moment, au Sénégal, on ne parle que des élections, parce que la campagne présidentielle, pour les élections présidentielles, commence dans 3 jours, là. Le 3 février, je crois. Si, demain c'est le 1er. Oui, donc dans 2-3 jours, la campagne va commencer. Les élections, c'est le 24 février. Donc là, on ne parle que de politique. Et dans ça, en même temps, on peut observer la société. Parce que entre les partis politiques, les transhumances, parce qu'en fait, nous n'avons pas encore une maturité politique. Parce que bon, c'est dû au fait que presque la moitié de la population est illettrée, etc. Ce n'est que des questions d'intérêt, soit personnel, d'intérêt communautaire, et même avec le président, l'actuel président Macky Sall, même des problèmes un peu ethniques. C'est depuis que Macky Sall est là qu'on commence à dire les tout couleurs, les alpolaren. Donc ça, et ça c'est pas bien parce que ça peut attiser des violences. On a même failli avoir des violences aux dernières élections communales ou municipales ou législatives. Parce qu'on a dit c'est les alpolaren et puis les gens commençaient à dire le ministre de ceci il est alpolar, le chef d'état-major de l'armée il est alpolar, le chef de la gendarmerie il est alpolar, l'autre est... Donc on commence maintenant à chercher les alpolaren qui occupent des postes importants avec le gouvernement de Macky Sall. Mais là pour le moment cet aspect a été tout simplement soulevé parce qu'il y avait une femme candidate mais dont la candidature n'a pas été retenue par la Cour constitutionnelle. C'est l'avocate Maître Aïssata Tall Sall, qui avait un parti politique qui s'appelait Oser l'avenir. Elle est la maire de la ville de Podor, sur le fleuve Sénégal. Et là, il y a 2-3 jours, elle a transhumé pour soutenir Macky Sall. Donc, ce qu'on lui a reproché, parce que je suis ça depuis Barcelone, tout ça là, sur les informations, ça a un peu déstabilisé les gens. C'est-à-dire qu'une femme qui a une force vraiment mentale, intellectuelle, c'est presque une référence de résistance, de vérité, une femme sûre d'elle, et tout d'un coup, elle transhume. Donc les gens ne savent plus. On se dit, mais c'est quoi la politique en fait? Est-ce qu'on y croit? Elle transhume, peut-être c'est pour avoir un poste politique, c'est pour avoir des avantages. Et ça, c'est pas bon pour la société. Parce que les gens n'ont plus la foi en rien du tout. On va là où il y a ses intérêts et ça déstabilise. Maintenant, on voit des jeunes femmes qui disent « Oui, moi je soutiens Macky parce qu'elles vont avoir de l'argent, etc. » Donc quand la politique va à ce point où ce n'est que des questions d'intérêt, c'est pas bon pour une société. Ça déstabilise complètement la société en ce moment.
Et, et les femmes qui sont très impliquées dans la politique ne se rendent même pas compte qu'elles sont manipulées. Il y a de la manipulation des femmes, même s'il y a leurs intérêts matériels, mais c'est la manipulation des femmes. Et dans un système comme ça empêche un individu d'avoir ses propres idées sur quelque chose, d'avoir un libre arbitre, pouvoir dire non, il y a ça, peser le pour ou le contre, etc. Et une société qui est dans une telle situation, c'est pas une société qui est propice à un épanouissement d'un peuple, etc. Nous risquons à ce rythme-là de faire des heureux parmi les politiciens et de faire d'un côté et de l'autre côté une population désabusée qui se disent ouais, moi aussi si je peux trouver l'argent quelque part, il suffit de faire la politique, tu vas trouver. Beaucoup de jeunes s'engagent dedans pour manifester, pour dire vive le président, pour trouver de l'argent. Donc il y a eu une espèce de prostitution par la politique. Et ça déstructure la société, ça déstructure les familles, et surtout dans les villages. Moi, j'ai vu dans mon village, il y a des familles complètement déstructurées uniquement à cause de la politique. Ça, c'est la situation actuelle pour nos prochaines élections. Et j'espère que le bon sens va nous aider à les surmonter de la meilleure façon, sans violence. Oui. Parce qu'il peut y avoir de la violence. Mais avant, pendant le temps d'Abdoulaye Wade, les élections de 2012, je pense, il y avait un fort activisme entre la jeunesse surtout, et avec Y'en a marre et tous les mouvements comme ça. Et vous avez dit que vous avez étudié les messages et la manière d'activisme des jeunes avec le rap, avec le travail dans les rues et tout ça. Votre opinion de l'activisme au Sénégal aujourd'hui, surtout maintenant qu'il y a cette situation et aussi on vit le moment quand il paraît que les francs CFA, par exemple, est rentré dans la discussion politique aussi en Europe, mais aussi toujours en Afrique et surtout en Sénégal, je pense. Comment vous voyez la situation de l'activisme, de la jeunesse dans votre pays? Oui, malheureusement, ce qu'on avait connu en 2012 avec tous ces mouvements citoyens, notamment Y'en a marre, il y en a d'autres, mais c'est Y'en a marre qui est le plus connu. En fait, donc c'était en 2012. 7 ans après, le mouvement s'est essoufflé. Parce que ça s'est essoufflé parce que au départ, ces mouvements ne se sont pas concentrés, axés sur un changement démocratique, un changement des institutions, la lutte contre la corruption. En fait, ces mouvements étaient là, à l'époque, en 2012, pour faire partir Abdoulaye Wade. En fait, c'était pour le faire partir. Donc, quand on a ces mouvements citoyens, mais qui se focalisent sur un individu, quand l'individu est parti, parce qu'en fait, c'était pour le faire partir. Ce n'était pas quelque chose qu'on voyait d'une manière pour pérenniser ça, que qui que ce soit qui soit ici, c'est pareil. C'était faire partir Abdoulaye Wade. Et quand Abdoulaye Wade est parti, après ces mouvements citoyens ont vu que rien n'a changé, ont commencé à dénoncer ce qui se passait. Mais à dénoncer à travers leur musique, à travers des interviews, etc., que rien n'a changé, que finalement c'est la même chose. Mais ça, le peuple aussi le savait. Donc il n'y avait rien de nouveau pour les gens. Il fallait qu'ils aient une autre attitude qu'ils n'ont pas eue. Et récemment, il y a 2-3 mois, Kurgi, le groupe de rap dont beaucoup de musiciens font partie de Y'en a marre, ils ont sorti
un CD Sai Sai, traité, enfin, ils n'ont pas dit que c'est maquis, Sai Sai, bandito, bandit. Et donc tout de suite, le peuple a dit, mais vous pouvez dénoncer, mais sans être dans la vulgarité. Donc tout d'un coup, les gens, ils n'ont plus apporté ce souffle qu'ils avaient en 2012. Donc ça s'est un peu essoufflé et ils n'ont rien fait depuis 6 mois pour préparer les élections, alors qu'en 2012, ils faisaient du porte-à-porte. Porte-à-porte, frapper chez les gens. Il faut avoir une pièce d'identité, il faut voter. Il faut, quand vous regardez un truc, il faut reconnaître les logos des candidats. Vous choisissez ceci. Mais là, ils ne font plus. Ils sont même dans des scandales avec ce clip Sai Sai. Et donc, il y a eu un déchantement. Les gens sont désenchantés de ces mouvements citoyens qu'on croyait que c'était des garde-fous pour les dérives de nos dirigeants dans la plupart des pays en Afrique. Bon, plus aussi un travail de démantèlement des gouvernements. On a vu ça au Sénégal. Ils ont accusé ces mouvements citoyens d'être financés par Soros, Georges Soros. On a vu Kinshasa, Kabila a mis les Filimbi, la plupart en prison. On les a un peu cassés, même que l'Église a essayé Kinshasa de un peu soutenir, etc. Mais ils ont été tellement cassés qu'ils ont manqué de souffle. Donc on ne les sent plus comme on les sentait il y a quelques... Et c'est dommage. Même le ballet citoyen au Burkina Faso, c'est la même chose. Ils n'ont pas pu développer une ligne comme garde-fou. Ils se sont laissés un peu aller. Bon, on voit des partis, Macky est là, après ils sont déçus, nous sommes déçus, mais ils n'ont pas apporté quelque chose de neuf, une nouvelle dynamique pour que le peuple adhère à ça. Et maintenant, les populations, on ne sait plus, puisqu'on n'a plus des trucs pour nous motiver, pour nous inciter, pour nous pousser, pour nous, etc. À la place, soit les transhumants pour les questions d'intérêt, et le reste, ça peut engendrer un peu de violence au Sénégal. Ça, c'est ce que je peux dire pour les mouvements citoyens qui ont vraiment perdu un peu de leur souffle. Et surtout qu'on a, là, il y a un petit scandale, des trucs de financement que Y'en a marre avait reçu, c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc le peuple maintenant se dit, oh là là, on comptait sur nos enfants pour changer les choses et finalement c'est parti un peu en queue de poisson, ces mouvements citoyens, aussi bien au Sénégal, au Burkina Faso que dans d'autres pays comme la RDC. Donc c'était des mouvements ponctuels, pour des moments ponctuels, mais quand c'est parti, ça s'est essoufflé. J'espère qu'ils vont se réorganiser ou que d'autres mouvements citoyens vont surgir peut-être. Mais ça n'a plus ce rôle que ça avait en 2012, jusqu'en même 2013, 2014. C'est dommage. ¿Alguien tiene alguna pregunta llegada a este momento? Peut-être que... Gracias, Ken. Has afirmado antes que tú escribes de alguna manera para provocar una catarsis de tu experiencia vital de alguna manera. En el caso de Boabao Loco, que es lo que yo conozco, me gustó mucho porque es cuestionar todas las cosas en las que tú te has basado. Y has afirmado que no te gustan las mochilas ni las referencias de dónde vienes, de dónde vas, no tienes como necesidad de echar de menos cosas, y se me hace muy difícil creerte,
porque yo creo que la construcción de la personalidad se basa en el pasado, en el presente y la proyección en el futuro. Pero bueno, eso es una cuestión personal, que yo te lo iba a señalar. No, me cuesta mucho creer que alguien pueda deshacerse de lo que es. Tú eres mamá de tu hija. Eso no lo puedes evitar. Y evitarlo creo que no conduce a nada bueno para tu hija, de alguna manera. Pero al margen de eso, me gusta mucho tu militancia respecto al papel del retorno de los migrantes en Europa. Y mi pregunta es, ¿notas alguna diferencia entre el retorno femenino y el masculino? Y gracias. Parce que je n'ai pas bien entendu le début de la question, mais j'ai compris dans l'ensemble. Oui, c'est-à-dire que la construction, la fabrication du personnage que je veux être dans cette dynamique, ce n'est pas acquis. Je dis, je cherche dans l'écriture, au fur et à mesure, à me débarrasser de toute appartenance, de toute certitude, de toute conviction. Mais c'est personnel, c'est légitime. Parce que, en plus, je peux revendiquer cela, mais c'est une dynamique, c'est pas acquis. Hein. Heureusement que c'est pas acquis. C'est-à-dire, je travaille là-dessus. Je me déleste, voilà. Je fais un travail de délestage, d'enlever tout ce qui est lourdeur. Et pour ce qui est de ma fille, qui a 32 ans, ça ne la dérange pas du tout. Parce que pour elle, un jour, je ne sais plus où j'étais, on se parle au téléphone, et elle me dit, ah tiens, qu'est-ce que tu fais? Elle me demande. Je lui dis, oh, je regarde la télé. Je regarde un documentaire sur Virginia Woolf. Elle me dit, mais c'est incroyable. Je suis en train de regarder ce documentaire sur Virginia Woolf. Elle est à Dakar et moi j'étais en Europe. Elle me dit, tu sais, après, bon, je dis, bon, on regarde, je veux d'abord continuer à regarder. Après, elle m'appelle, elle me dit, je te comprends mieux maintenant, tu es une maniaco-dépressive. Parce que c'est quand j'ai regardé le Virginia Woolf que tu es une maniaco-dépressive. Et chaque fois, je lui dis, excuse-moi, hein, tu sais, tu aurais aimé que je sois une bonne maman et tout. Elle me dit, non, 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 je t'aime tel que tu es. Parce que nous vivons ensemble. Mais pour elle, je suis un peu perturbée, un peu folle. Elle m'a dit, maintenant je te comprends et je te compare à Virginia Woolf parce que c'était une maniaco-dépressive. C'est-à-dire, ça dépend des relations. D'abord, elle et moi, nous vivons seuls. Elle n'a pas connu son père qui est décédé quand elle était toute petite. Elle est née au Congo, son père était béninois, après son père est décédé. Nous n'avons pas, comme j'ai eu, parce que dans le Baobafou, moi, je n'ai pas eu une vie de famille. C'est-à-dire que quand j'avais 5 ans, comme je l'explique dans le Baobafou que vous avez lu, ma mère a quitté le domicile conjugal, la maison familiale. J'étais la dernière née, la cadette. Tous les grands sont partis. Les hommes sont partis, les femmes sont mariées. Donc je suis la Benjamin. Ma mère est partie, il y avait la première femme de mon père qui était beaucoup plus âgée que ma mère. Et quand j'avais 5 ans, mon père avait 90 ans et il était aveugle. Et quand j'étais dans la maison, personne, j'ai jamais entendu quelqu'un l'appeler papa, tout le monde l'appelait grand-père. Et moi, je l'appelais grand-père parce que je croyais que c'était mon grand-père. Donc j'ai vécu avec mon propre père en croyant que c'est mon grand-père. Ensuite, comme je suis allée à l'école, on m'a ballotté de maison en maison pour trouver, pour que je trouve une école où aller. Je suis même restée dans ma scolarité, entre le primaire et le lycée, je crois que j'ai raté 3 années scolaires où je ne suis plus allée à l'école, tellement on me ballottait un peu partout. Donc, je n'ai jamais eu une vie de famille. Je n'ai jamais eu une vie structurée. Mon père était fils unique de son père et de sa mère, que je n'ai pas connu. Ma mère n'avait qu'une seule sœur qui n'avait pas d'enfant. J'ai connu ma grand-mère quand j'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans, oui, elle en avait 113.
parce que ma grand-mère a vécu longtemps, comme mon père aussi, il a vécu 107 ans ou 110 ans. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement de migrants internes. Ma grand-mère venait du fleuve Sénégal, à cause de la famine qu'il y avait là-bas à l'époque, elle est venue s'installer dans le Sine Saloum. Mon père a quitté l'embouchure du fleuve pour la recherche de la connaissance et de travailler. Il s'est retrouvé lui aussi dans le Sine Saloum. Donc c'était déjà des gens où il n'y avait pas d'attache, qui est leur père, qui est leur mère, leur village. Nous n'avons jamais été, mais moi la petite, c'est maintenant, moi je dis, je veux savoir de quel village venait ce père. Donc j'ai jamais eu de famille, d'organiser, etc. Et quand mon aliénation même dans le Baobab Fou par rapport à la culture occidentale, c'est pas quelque chose qu'on m'avait imposé. On m'avait imposé une assimilation, mais de mon propre gré, je me suis aliénée à la culture occidentale, à la recherche d'une structure dans laquelle je pouvais avoir des appartenances. Je dis, je connais la culture, je connais la musique, je connais la littérature, je connais les paysages. Ah, ça me convient. Je vais, avec l'Occident, trouver un cadre de vie où j'ai des repères et des références, puisque je les ai jamais eus chez moi. Donc, j'ai jamais été éduquée, moi. On m'a jamais même dit que j'étais une fille. C'est maintenant, avec l'âge, quand même... j'ai plus de 70 ans, j'essaie de me corriger. Parce que toute l'écriture que je fais, je me corrige. À 70 ans, j'ai encore besoin de faire un travail sur moi. Et je me tenais mal, je tenais mes seins, etc. Et que mon corps même, que j'ai donné aux hommes, c'était pas par plaisir que l'amour, faire l'amour, ça me fait plaisir. Pas du tout. Moi, ça me fait pas du tout plaisir. J'aime même pas. Mais je donnais le corps en pensant que je pouvais être aimée à l'instant même où mon corps était pris, etc. Comme si j'existais, que quelqu'un s'intéressait à moi, même si c'est à travers mon corps objectisé. Ça dit que toute ma vie, j'ai cherché à appartenir à quelque chose. J'ai voulu, malheureusement non. Ma mère, ma propre mère qui m'a mise au monde, j'ai commencé à parler avec elle 2 ans avant sa mort. Et je ne la voyais pas parce qu'elle était au village, j'étais à Dakar. J'allais là-bas 1 fois par mois. On a commencé, je crois qu'on a parlé une seule fois bien. J'ai parlé de ça de l'autre côté du regard. Et puis j'étais à Dakar, on me dit qu'elle est morte. Le temps que j'arrive au village, elle était déjà enterrée. Donc je m'accroche qu'à des trucs. Et de l'autre côté du regard, j'ai écrit ça pour aller récupérer ma mère dans l'au-delà, pour me l'approprier, pour dire j'ai une maman. Parce que j'ai jamais eu ce sentiment, mais dans la littérature m'a permis d'écrire un livre où je suis allée dans l'au-delà, récupérer ma mère pour me l'approprier. Ce qui est, c'est pas vrai, mais la littérature console de ça. Donc, dans ça, et que je me suis jetée dans tout, j'ai milité, j'ai pas milité, j'ai voulu être juive, je voulais être catholique. Non, je suis toujours catholique parce que j'aime la Vierge Marie. Je ne suis pas chrétienne, mais j'aime la Vierge Marie. J'ai voulu être juive. J'étais née de parents. Mon père, il y avait la mosquée dans la maison où je suis née. Je dis, c'est des musulmans. Mais mon père ne m'a jamais dit, va prier, viens prier, parce que déjà, il était aveugle. Et que j'étais la dernière, personne ne s'occupait de moi. Et j'ai dit, mais il faut que je me trouve quelque chose. J'étais dans les taoïsme, Confucius, Lao Tzu, bouddhisme, zen. J'ai tout expérimenté. À Bruxelles, je suis allée dans une synagogue, je dis, je veux être juive. Moi, je croyais que si je dis ça, on va me prendre comme juive. Je ne savais pas que c'était très compliqué pour être juif. C'est difficile, c'est compliqué. Ça, tu ne te réveilles pas comme ça, tu vas te convertir en juif. Donc, j'ai abandonné. Donc, mais tout ça, je le faisais parce que je voulais m'accrocher à quelque chose. Parce que toute mon existence... Et même l'enfant que j'ai eu, j'avais plus de 40 ans quand un médecin béninois que j'avais rencontré à Marrakech, qui m'a dit, tu as des enfants? J'ai dit non. Il dit, comment? Une femme africaine à 40 ans qui n'a pas d'enfant? Je dis, j'ai pas d'enfant.
Il était gynécologue, c'est avec lui que j'ai eu l'enfant. Donc, ce n'était pas une histoire d'amour fondée sur des familles. Il était Yoruba, de Porto-Novo. Moi, j'étais au Sénégal. En plus, quand j'étais enceinte, l'enfant, la grossesse s'est passée au Kenya, à Nairobi. Personne n'est venu me voir là-bas. Le papa de l'enfant n'est jamais venu me voir. Peut-être qu'on s'est parlé au téléphone. Je fais un voyage à Brazzaville. Je suis à l'hôtel Méridien. Le bébé naît dans l'hôtel Méridien. Mais ce n'est pas de ma faute, moi. Et je suis allée toute seule. C'est les gens de l'hôtel. J'ai appelé une dame pour venir, parce que ça coulait partout de la réception. Elle dit, ah maman, mais moi je ne peux pas partir parce que je suis seule à la réception. Je suis rentrée dans le taxi avec les eaux qui coulent toute seule. Et je suis allée chez le docteur Ekunzula à Poto-Poto. Et c'est les sages-femmes de là qui étaient plus avec moi parce qu'il n'y avait même personne. C'est vraiment des choses, je ne veux même pas en parler parce qu'à l'époque, j'en pleurais de cette solitude écrasante. J'ai tout essayé pour faire partie d'un groupe. Impossible. Aucune attache, aucun... Même là où on habite à Dakar, mais personne pratiquement ne vient nous voir... de la famille parce que les gens ne me connaissent pas, ils ne sont pas habitués. J'ai vécu plus de 25-26 ans sur le continent africain, j'ai vécu 10 ans en France, 3 ans en Belgique. Et donc, ça m'a manqué. Et que je me suis battue pour appartenir à quelque chose. Et je me suis rendu compte que il n'y a pas. J'ai dit donc, bon, comme j'ai survécu sans... des repères sans appartenance. Maintenant, il faut que je perfectionne ça pour assumer ce qui m'est réservé. Parce que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas aller me refaire une famille, avoir un père, amener à l'école. Mon père ne m'a jamais tenu la main. Mais parce qu'il était vieux, il avait 90 ans, il était aveugle. C'est moi qui le prenais avec le bâton. C'est moi qui le guidais plutôt. Et je ne le considérais pas comme mon père parce que tout le monde me disait ce grand-père. Donc c'est ça que je dis. L'écriture, au début, le Baobab Fou. Donc cette espèce d'évacuation. Parce que je n'ai pas écrit le Baobab Fou confortablement installé chez un frère. C'est parce que quand je suis revenue d'Europe, de Belgique d'abord, non, c'est le retour de la Belgique, ça c'était arrangé. C'est quand je suis revenue de la France, et, sortant d'un hôpital psychiatrique où un Français m'avait fait enfermer, quand je suis revenue en 78, déjà à l'époque, les gens qui savaient que je suis revenue, j'étais chez un frère, que j'ai jamais vu les yeux de mon frère. Il me regarde, les gens ne me regardent pas, j'ai des frères, on ne se regarde pas dans les yeux. C'est dingue ça, moi je ne comprends pas. Enfin bref. Et ils se disaient, les voisins, les gens disaient, ah, elle est revenue de France, mais qu'est-ce qu'elle a rapporté? Alors que moi j'avais rapporté un traumatisme psychologique d'être enfermée dans une prison hôpital Sainte-Anne à Paris. Je suis revenue comme ça, je n'avais même pas mes propres affaires à moi. Et là, on m'a rejetée. Moi, des gens, bon, des frères, des ceci, je ne suis pas habituée à vivre avec eux, mais quand même, je supposais que c'était le même sang. Et ils m'ont rejeté. Et c'est dans la rue. Moi, j'ai vécu presque 2 ans dans la rue, à Dakar, pour une femme, à l'époque. Et j'avais 33 ans. Et j'avais quand même fait des études, j'avais voyagé, je connaissais beaucoup de choses dans la rue. C'est pour ça que les gens pensent toujours que je suis un peu folle. Et c'est dans la rue que j'ai écrit le Baobab Fou. Et là même, j'ai sorti un livre qui a été réédité cette année, enfin l'année passée, qui explique le Baobab Fou. Comment je me suis retrouvée dans la rue. Donc pour les gens, une femme qui vit dans la rue, qui dort dans la rue, c'est une folle. Et tout le Sénégal a pensé que j'étais folle. Et c'est dans la rue que j'ai écrit le Baobab Fou. Mais je l'ai écrit à un moment de doute. C'est-à-dire je basculais dans la folie, que j'étais vraiment folle. Je basculais. Et puis en même temps, j'ai toujours été une personne pour qui la survie est fondamentale. Jusqu'à aujourd'hui, je me bats toujours pour ma vie toute seule. Je me laisse jamais abattre. Je suis jamais déprimée. Je suis jamais découragée. Je suis jamais dans des problèmes. Je suis que dans des recherches de solutions en 24 heures sur 24. Sauf quand le cambrioleur est venu me cambrioler avant que je ne vienne. Il y a un voleur qui est venu chez moi qui m'a cambriolé pour la première fois de ma vie. Et donc, c'est ça qui explique que je dois assumer le fait que
je n'ai pas eu de cadre. Et comme j'en ai souffert en m'accrochant à tout le monde, à n'importe qui, à n'importe quoi, pour me créer une base, un passé, une histoire, une famille, des liens, de l'appartenance, et que je n'y arrivais pas, je dis, ah, maintenant il faut que tu trouves une solution pour assumer ça aussi. Parce que malheureusement, c'est mon cas. Si je rencontre une famille aujourd'hui, là, ils m'invitent chez eux, mais je m'installe chez eux parce que je crois que c'est ma famille. Et je suis toujours là, moi, je suis prête à vivre ici aujourd'hui. C'est-à-dire que, en même temps, tout m'intéresse, tout me passionne, les bouteilles, les gens, les couleurs, les sons, les lumières. Je m'accroche à tout ça. Donc, c'était pour assumer mon histoire depuis mon enfance, depuis le départ de ma mère, pour arrêter de chercher, de frapper partout. Je dis donc, assume et assure. Mais pour assumer, j'avais encore certaines certitudes idéologiques, par exemple. J'ai dit non. Tout ça, tu as fait ça, tu as manifesté contre la guerre au Vietnam et tout ça là, parce que tu voulais, c'est pas des convictions profondes, hein, parce que je me dis, tiens, pourquoi pas, j'ai rejoint les mouvements hippies, je dis, pourquoi pas, au Sénégal, j'ai vécu dans une communauté de garçons, c'était un scandale à l'époque, mais parce que je cherchais tout ça, et donc l'écriture, au fur et à mesure, et avec l'âge, je me suis dit, il faut assumer, c'est tout. Assume ce que tu es, c'est toi. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit que je me suis débarrassée de tout cela que je cherchais en vain. Ça ne veut pas dire qu'à chaque instant, je ne crée pas le contact. Tout de suite. À chaque instant, je me fabrique une famille, des amis, des enfants, des amants. Bon, des amants, peut-être moins. Avant, je voulais avoir des amants. Pas parce que j'aime les hommes, mais c'est parce que je ne veux pas habiter avec un homme. Donc, un amant que je vois de temps en temps, ouais, mais pas vivre avec lui. Donc, mais à chaque instant, je suis prête à fonder une famille, à avoir un mari. Et je sais très bien faire la cuisine pour les amateurs de bonne cuisine. Je cherche un amant, mais qui a un bateau, parce que j'aime les bateaux. Donc, à chaque fois, je suis prête à vivre des choses tout de suite, à créer une famille, à aller à la montagne, à faire du bateau, parce que je n'ai pas connu ça. Donc, c'est pour ça qu'en me débarrassant, dans cette liberté d'être dégagée de tout, en même temps, je suis prête pour tout vivre. Ne pas me limiter. Je suis la fille de tel, la fille de tel. Non, je suis la fille de tout le monde. Je suis la maman de tout le monde. Je suis prête pour la vie à chaque instant parce que maintenant j'assume que j'ai pas eu de cadre de famille, de cadre de repères, de passé, comme tout le monde, enfin, en général. Donc ça, c'est une question simplement, c'est parce que j'assume ça. Et heureusement, ma fille qui m'a suivi dans mes pérégrinations, on a habité partout en Afrique, au Congo, Togo, Bénin, on est partout. Donc la relation, sans l'image du père, sans l'image de grand-mère, de grand-père, etc., parce qu'elle aussi, elle n'a pas ça. Elle n'a pas connu les grands-parents du côté Yoruba, parce que quand elle est née, ils étaient tous morts. Ensuite, son père meurt quand elle est petite d'un cancer. Donc, elle vit avec moi, non pas dans un rapport normal d'une structure familiale, où il y a une nièce qui habite chez nous, ou un neveu, ou quelque chose comme ça. C'est nous deux face à la vie. Et chaque fois, on lui dit, mais Yasmina, comment vous faites pour vivre avec ta maman là? Elle dit, parce que maman sait gérer. Elle gère tout. Avec elle, t'inquiète pas. On peut dormir sans rien, mais demain, si on est en vie, elle va assurer. Donc ça a créé une relation comme ça qui m'a embêtée il y a quelques années parce que je ne voulais pas dans notre rapport qu'elle ait trop d'admiration pour moi pour en souffrir si elle ne peut pas faire autant ou mieux que moi. Et je lui dis non, toi ta vie, j'ai la mienne. Toi, tu es toi, moi, je suis moi.
moi, c'est comme ça. Toi, gère pour toi. Et c'est maintenant, là, elle a 32 ans, qu'elle a commencé à comprendre. Parce que quand elle revenait de l'école, elle dit, maman, la maman de telle est venue, la maman de telle, elle a un chignon, il faut faire des chignons. Je dis, ah bon? Il dit, oui, les mamans ont des chignons. Je dis, ah voilà, moi, avec mes cheveux, là, d'ailleurs, j'ai voyagé sans peigne. Stéphania, j'ai besoin d'un peigne. Je ne me suis pas peignée depuis que j'ai quitté le Sénégal. Parce que je n'ai pas de peigne. J'ai essayé avec les doigts comme ça, mais bon. Et donc, maintenant, avec l'âge, elle a compris. Et je suis très contente parce que de Barcelone, on a parlé sur WhatsApp. Je lui ai envoyé un truc que j'ai trouvé, je ne sais pas quoi, pour vivre comme je l'entends, quoi. Et je lui dis, oui, je crois que c'est ça que je vais faire. On a 2 chats. Elle me dit, oui, mais en partant, amène les 2 chats avec toi. Je dis, ah non, 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 non. Je prends un chat, tu gardes un. Elle dit, mais non, maman, pars avec les 2 chats. Moi, je viendrai vous voir. Donc, elle est même prête pour cette séparation. Parce que je lui ai montré de mon quotidien, par l'exemple, que chacun peut s'en sortir seul. C'est qu'il faut assumer, il faut assurer. Il faut vraiment... Il ne faut rien laisser passer. Il ne faut rien laisser passer. Et nous passe, la société me dit, mais cette femme-là, elle vit seule avec sa fille, elle n'a pas un mari, elle n'a pas ceci, mais comment ils font pour vivre, etc. Mais je vois qu'avec les nouvelles générations, quand je vais dans les établissements scolaires, ça influence les enfants, surtout les filles, que d'abord, il faut penser à ses études, réussir ses études, trouver son travail, faire comme les Nana Benz, construire sa maison, avoir les 3 V, carte visa, villa, voiture, d'abord, pour soi-même, avant d'aller chercher ailleurs. C'est une question tout simplement d'assumer. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas, au contraire. J'apprécie les familles. Chaque fois dans la rue, quand je vois un couple avec les enfants, je m'arrête. Tellement je trouve ça formidable parce que je n'ai pas connu ça. Donc, ça n'a rien de négatif, mais c'est une question vraiment de prendre mes responsabilités par rapport à ce que le destin m'a réservé. En même temps, que finalement, j'aime vraiment. Ouais. C'est comme ça. Et donc, l'écriture me permet, parce que je n'ai pas atteint la plénitude et je ne veux pas l'atteindre non plus. Parce que je préfère être dans la dynamique de la quête plutôt que d'arriver, de trouver. Parce que j'aime pas les acquis. J'aime pas les acquis. J'aime pas les stops. Oh non, 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 non. Je suis une force qui va. Je peux pas, non. Tous les jours, je me remets en question. Tous les matins, je me remets en question. Pour dire non. Donc, continuer à fabriquer un autre moi-même est une dynamique permanente. En même temps, ça me permet d'écrire, ça m'occupe. Et ça, je trouve ça fondamental. Ouais, j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup. Donc, c'est ça la situation. Il a demandé aussi la différence entre les migrants qui sont des hommes et femmes. Si vous avez trouvé des différences? Oui, enfin, comme je l'ai traité, je parle de contemporain, là, je parle d'aujourd'hui, hein, parce que la migration, si on parle de l'histoire de la migration, ça date d'il y a très très longtemps, depuis les Sénégalais, les Soudanais qui étaient partis reconstruire la France ou faire les guerres de 14-18 ou de 39-45, il y en a qui sont restés, etc. Jusqu'aux années de sécheresse que le Sahel avait connu, du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie, ça avait fait des milliers de morts, les bêtes, les gens, etc. Où il y a eu des migrations parce que c'était la sécheresse qui avait duré, je crois, 7 ans. Ensuite, les migrations des programmes d'ajustement structurel que beaucoup de pays d'Afrique, dont le Sénégal, ont connu des difficultés avec la Banque mondiale et le FMI, où beaucoup d'hommes étaient licenciés, les sociétés privatisées, il ne fallait plus recruter.
les étudiants qui sortaient diplômés des universités n'étaient pas recrutés parce que la Banque mondiale a dit vous ne recrutez plus personne, on licencie le maximum comme ça pour assainir vos finances. Et c'est comme ça qu'on a eu les maîtrisards. Ce qu'on appelle les maîtrisards au Sénégal, c'est des gens qui ont des maîtrises, qui vendent après du pain, qui font du pain, pièces détachées ou chauffeurs de taxi. Ça, c'est la Banque mondiale et le FMI. Donc, il y a eu des migrations de ce genre-là. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, comme je l'ai traité dans le livre que j'écris là, que j'ai écrit d'ailleurs, que je corrige encore une dernière fois, par exemple, le problème des femmes. Et que je parle de ce que j'ai traité, parce que si on devrait en discuter, il faudrait considérer les femmes en milieu urbain, les femmes en milieu périurbain, les femmes en milieu rural. Et parmi les femmes immigrées, des femmes célibataires ou des femmes divorcées qui sont parties seules du Sénégal, qui sont allées en Italie ou en Espagne ou ailleurs. Ou les femmes immigrées qui ont rencontré les hommes qui les ont épousées dans le lieu d'accueil, parce qu'il y a des mariages qui se font dans les lieux d'accueil. Mais je ne l'ai même pas méchamment expliqué, parce que j'ai connu un cas comme ça en Italie, une fille sénégalaise qui avait eu les papiers italiens. Parce qu'avant, les immigrés, les jeunes immigrés, garçons, beaucoup épousaient une femme du pays pour avoir la nationalité. Bon, avec des tragédies parfois, parce que parfois ils étaient mariés au pays, ils cachaient ça, et parfois la blanche, enfin l'européenne, la blanche, oui. Elle veut aller en Afrique et il faut cacher la femme. Enfin, c'est des trucs incroyables. Mais maintenant, il y a des femmes immigrées noires sur place. Donc, il y en a qui se marient avec ces femmes qui ont des papiers pour eux aussi avoir la nationalité. Mais c'est pas le... Donc, on ne peut pas parler... Parce que pour parler des choses comme ça, il faut vraiment... Il faut les classer parce que ce n'est pas seulement les femmes qui émigrent comme ça. D'où viennent-elles? Étaient-elles célibataires ou mariées ou divorcées ou etc. Etc. Alors que dans le livre, je traite par exemple du problème des femmes immigrées. On a dans la même veine, pas l'aller ou le retour, parce que je crois que vous posez la question du retour. C'est que dans 70% des cas, les femmes, quelle que soit l'activité, les activités qu'elles ont menées dans le pays d'accueil, mais le retour est beaucoup plus facile que quand il s'agit des hommes. Parce qu'on en demande plus. Enfin, les hommes s'imposent plus de choses de leur retour que les femmes. Les femmes, si elles reviennent, elles sont belles, elles ont un beau sac, elles ont des cheveux comme ça, etc. Rien que ce retour, déjà, ça suffit. On ne leur impose pas. Est-ce qu'elles ont ramené quelque chose ou pas? Si elles ont fait des choses bien pour elles, tant mieux. Souvent, il y a beaucoup de femmes divorcées qui ont laissé des enfants, donc qui s'occupent de leurs enfants, de leurs parents, etc. Alors que l'homme, le garçon immigré, lui, il se fait un devoir. Il se fait un devoir que quand il va retourner, il faudra vraiment... pas comparer ça au retour de Monte Cristo, mais qu'il revienne quand même avec quelque chose. C'est l'homme qui se l'impose, plus que l'attente, souvent, des parents, parce que ce qu'ils demandent en ce moment, c'est que nos enfants reviennent vivants. Parce qu'on a tellement de morts au Maroc, dans le désert et dans l'océan, qu'on ne veut même plus que nos enfants émigrent à cause de toutes les tragédies, de tous les rejets, etc. Mais quand les femmes qui émigrent, d'abord parce qu'elles ont émigré avant de revenir, la plupart de ces femmes, soit elles sont divorcées, elles avaient été mariées jeunes, 18 ans, 20 ans, et c'est dans le mariage qu'elles ont vu ce qu'une femme pouvait encaisser dans le mariage. Et comme ça, elles pensent à leur mère, ce qu'elle a vécu. Et les femmes traditionnelles africaines, elles sont pudiques, même dans leur souffrance. Ce ne sont pas des femmes qui vont chez le psy, etc. Elles encaissent. Elles ont une capacité aussi
C'est qu'elles ont la capacité d'encaisser. Alors que les jeunes femmes font des comparaisons. Et maintenant, c'est comme une manière de venger leur mère. Venger. Alors que le garçon, lui, il veut honorer sa mère. Alors que la fille, elle veut venger sa mère. Donc ça, c'est une autre forme de féminisme par la migration, le retour. Et comme ça, sa mère, tout ce qu'elle avait pu connaître comme difficulté dans son ménage, ou dans un ménage polygamique, ou dans un ménage monogamique, etc., ou les railleries d'une belle famille, ou surtout dans les milieux traditionnels, pas au niveau des milieux intellectuels, mais dans les milieux traditionnels, la femme, elle veut venger sa mère. Donc son retour est vu, il faut qu'elle revienne bien d'elle-même. On ne lui demande rien, mais qu'elle vienne bien. Ah, ça, elle est appréciée. Et surtout si elle avait laissé des enfants, qu'elle a envoyé de l'argent pour que ses enfants aillent à l'école, qu'ils mangent bien, etc., etc. Alors que le retour des garçons, c'est autre chose, parce que là, le garçon, il doit honorer sa mère. Parce que chez nous, j'avais dit ça en Wolof, je ne sais pas comment on traduit ça. Liggéeyu ndey añu doom. Le travail de la mère, c'est le repas de son enfant. C'est le repas de son enfant. Oui, en tout cas, oui, de son enfant. Donc, et ça, le garçon en est beaucoup plus ému pour des complexes d'Oedipe d'un côté et un père peut-être d'un caractère qui a pas été très tendre avec sa mère ou avec lui-même dans les ménages polygamiques, ou n'a pas fait attention, etc. En milieu traditionnel, le garçon, c'est un devoir. Son retour, il faut qu'il retourne bien pour honorer sa mère. Et je lui disais à Angie tout à l'heure qu'il y a beaucoup de tragédies quand on les expulse, quand les gens arrivent et qu'on les expulse. Et dans le livre, j'ai même expliqué, parce que je connais des cas comme ça, où les migrants jettent leurs papiers pour ne plus avoir, qu'on les identifie plus, pour que quand on les expulse alors qu'ils n'ont pas pu réussir, s'ils n'ont plus de papier, on ne sait pas si vous venez du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Togo. Moi, j'ai fait des voyages de Paris à Lomé, quand j'habitais au Togo, où il y avait des Sénégalais qu'on expulsait. Mais ils préféraient être expulsés au Togo que d'être expulsés au Sénégal, parce qu'ils auraient la honte. Ils auraient honte. Et parfois, cette honte, cet échec développe parfois des formes de névrose chez les gens qu'on expulse. Mais dans le livre, j'ai voulu que ce monsieur garde... il a voulu garder sa carte d'identité, parce qu'il a dit au moins c'est la seule chose avec laquelle on va m'identifier. Donc lui, dans le cas de Villa 73, il a conservé ses papiers jusqu'à un centre de rétention à Tarifa. Parce que j'étais une fois à Tarifa quand il y avait comment c'est, Ciné Africano. Et puis je faisais des photos avec un photographe au bout de l'île. Et puis il y avait un endroit là. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il m'a dit c'est un centre de rétention. Je dis c'est quoi centre de rétention? Il dit non, il y a des immigrés qui sont enfermés là-bas. Je dis enfermés? Et puis si c'est fermé, hein? C'est une prison, hein? À Tarifa là. J'ai dit mais pourquoi? Il a dit non, on les met dans les centres. Il y a plusieurs années. Déjà. Il me dit oui, ils sont là, après on va étudier leur cas. Et puis j'ai dit mais c'est atroce. Donc lui, il s'est retrouvé dans ce centre de rétention de Tarifa, mais j'ai pu trouver des solutions pour le faire voyager jusqu'à Bilbao, jusqu'à Paris, et jusqu'à ce qu'il revienne. Donc les femmes, c'est pas du tout les mêmes attentes que les hommes. Parce que les femmes, on attend... elles n'ont pas les mêmes motivations que les hommes. Parce que l'homme, il faut honorer sa mère. Vraiment, ça, la mère est quelque chose chez les hommes. Sama yaay, sama yaay, sama yaay. Un musicien réussi pour ma mère. Un lutteur, la dernière fois, on avait des combats de lutte là. Il dit, parce que sama yaay, ma mère,
il faut que je lui achète une maison, il faut que ceci. Et les enfants n'ont que le nom de la mère dans la bouche, surtout depuis les années 82, 90 avec les programmes d'ajustement structurel où les rôles se sont inversés, parce que quand les hommes se sont retrouvés sans travail, etc., c'est les femmes qui se sont levées pour assurer. Donc les nouvelles générations ne connaissent que des femmes qui sont dans le commerce, même si c'est informel. Bon, ce n'est pas les Nana Benz, les femmes milliardaires du Golfe de Guinée, mais dans la vente du poisson séché, dans la prostitution, dans tout, pour faire bouillir la marmite, comme on dit. Donc, le père, plus ou moins, avec ces crises économiques, que les femmes se sont levées pour retrouver le rôle qui leur était toujours dévolu avant l'arrivée du colonisateur et des religions. Le père, dans ces contextes-là, a eu des périodes d'humiliation. Il s'est senti humilié quand, ne pouvant plus, n'ayant plus de travail, que les femmes se sont levées et que c'est les femmes qui assurent. Il a eu une période d'humiliation. Maintenant, là, en 2018-2019, ça leur est passé. Maintenant, les hommes sont bien intéressés par des femmes qui ont réussi, hein. Ah, quand ils ont de l'argent, là, ça, ils les choisissent comme ça maintenant, hein. Ils sont très, très intéressés par une femme qui fait quelque chose de plus en plus. Mais bon, il y a encore de bons hommes qui ne s'intéressent pas à ça. Mais on a vu qu'après la période d'humiliation du père, que les choses se sont tassées, que les gens apprécient que les femmes réussissent. Surtout qu'on trouve beaucoup de microcrédits pour nos femmes dont la plupart n'ont pas fait des études, mais qui sont dans l'élevage, dans le maraîchage, dans la transformation des produits halieutiques. Mais les Espagnols, là, où sont les Espagnols? Ah, ils sont sur le continent là-bas. Quel espagnol? Les Espagnols d'Espagne. Ils sont où? Ils sont ici? Sí. Non. Censé être partie de l'Espagne. Oui, mais non, les Espagnols du continent, comme ils ne sont pas là, parce qu'ils viennent pêcher. Ils viennent pêcher tous nos poissons. On n'a plus de poissons à manger. Les femmes n'ont plus de travail pour transformer les poissons. Nous, on mange du poisson fumé, du poisson séché. Les bateaux espagnols, mais il n'y a pas que les Espagnols, hein. Il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Coréens, il y a les Turcs, il y a toute l'Union européenne qui sont vraiment en train de faire une surpêche et qui sont en train de saccager nos fonds marins. Ça aussi, il faudra un peu que les associations aussi disent que il faudra pêcher, mais normalement, pour que nous aussi on puisse en profiter et que nos enfants mangent bien et que les femmes trouvent du travail dans la transformation des produits halieutiques. C'est une petite parenthèse. Pardon. Ce n'est pas les gens des îles Canaries, c'est les gens de là-bas. El gobierno. No sé cómo vamos de tiempo porque no tengo aquí ninguna referencia. No sé qué hora es. Mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, n'importe quelle question. Una pregunta más, dice Estefanía, que es la jefa directora. Sí. Ay, Oui, parce qu'avec la lumière, là, on ne voit pas. Oui, merci beaucoup. Buenas tardes. Bonsoir. No Vous parlez espagnol parce que... me disculpo porque mi español no es tan mejor como los españoles. Yo me llamo Yusuf Ademba, soy estudiante senegalés. Estoy cursando un máster aquí, máster en español y su cultura. Señoras Ken Bugul, es un placer asistir a esta conferencia siendo un senegalés como vosotros o como usted. Tengo dos preguntas. Tocante
al problema político de Senegal. El caso de Aïssata Tall Sall, que fue una referencia para todos los jóvenes senegaleses, para la juventud senegalesa. Y hoy nosotros jóvenes estamos desesperados por el caso de Aïssata Tall Sall. No sé qué piensa usted a ese problema o qué usted va a decir a la juventud senegalesa tocante a los políticos. Y la segunda pregunta es, Ken Bougoul es un nombre muy especial en Senegal. Me gustaría saber de dónde viene o por qué se le llama a usted Ken Bougoul. Sí. Gracias. Merci beaucoup. Merci. Oui, tout à l'heure, quand j'ai parlé du problème de Aïssatou Tall Sall, comment ça nous a tous déboussolés, ça nous a tous déstabilisés, ça a fait briser les rêves. Parce que d'abord, c'est une femme, c'est une mère de famille, c'est une avocate, c'est une femme puissante, c'est une femme vraie, authentique, qui défend des idées. Elle pouvait être l'avocate du gouvernement contre des gens, mais elle peut être l'avocate des gens contre le gouvernement, impartialité, etc. Tout à l'heure, j'ai dit que donc sa transhumance a créé vraiment le désarroi, parce que maintenant, les gens n'y croient plus. Ils se disent c'est pas possible. C'est ce que je disais tout à l'heure au début. Donc son cas, vraiment, cette transhumance, parce que c'est une femme forte, pas seulement au Sénégal, partout en Afrique de l'Ouest. Elle a même tourné dans un film de Cissaro sur le problème des relations entre l'Afrique et les institutions comme la Banque mondiale et le... oui. Il y a Aminata Traoré dans le film. Comment Bamako, non? Le film s'appelle Bamako. Oui, Aïssata Tall Sall est dedans. Comme avocate. Oui, c'est elle. Et donc, c'est vraiment une femme de référence. En plus, comme c'est une femme, aïe, 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 pardonne les hommes. Parce que toujours, nous, on dit, les hommes dans... Mais une femme, vraiment, ça, c'est la référence chez nous. On pardonne facilement aux hommes, quoi. Mais elle était vraiment un symbole. Et donc ça c'est une catastrophe pour le moment. Ça fait quelques jours, mais il y a des remous. C'est ça que je disais au début, que à Barcelone, je cherchais les informations. Même ce matin, avant de quitter l'hôtel, j'écoutais Sud FM, parce que les commentaires jusqu'à présent. Donc ça crée quand même un désarroi qui bouleverse notre jeunesse. Et puis... va faire que notre jeunesse ne va plus y croire. Et c'est ce que je disais, quand un peuple en arrive à cette espèce de désenchantement de la chose publique, c'est dangereux, parce qu'on va laisser les mêmes continuer, et les jeunes ne vont plus s'impliquer dans la politique, alors que je pense que les jeunes doivent s'impliquer dans la politique. Donc ça, c'est un coup dur. On ne sait pas les raisons, parce qu'au début, avant que je ne quitte, on a dit que c'était le lobby religieux. Le lobby religieux des tout couleurs, là, les Tall, Seydou Nourou Tall, les Tall, là, les descendants de Cheikh Omar Foutiyou Tall, parce qu'elle est tout couleur, elle est mère de Podor, etc. Donc on pensait que c'est à cause du lobby religieux. Mais ce que j'ai lu hier à Barcelone, elle a dit non, qu'elle a fait ça elle n'a subi aucune pression. Ce qui est encore plus grave, parce qu'encore, elle aurait évoqué une pression, bon, les gens se seraient dressés contre elle, mais au moins, on aurait réduit un peu cette surprise de sa transhumance. Donc ça, c'est vraiment un désaveu qui va avoir des conséquences terribles au Sénégal.
Et il ne faut pas que la jeunesse aussi soit désabusée au point de renoncer à tout. Vous voyez maintenant même nos mouvements, il y en a marre, qui militaient quand il y avait les élections, on ne les entend plus. Ils ont sorti seulement un clip Sai, traité Macky Sall de Sai. Et ça soulève des problèmes. Je ne sais pas quelle sera la suite. Donc ça, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour ce qui est de Ken Bougoul, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour exorciser la mort. Ken Bougoul, c'est un prénom qu'on donne à un enfant de sexe féminin né d'une femme qui a eu une grossesse, qui a accouché normalement, le bébé se porte bien et 2-3 jours après, le bébé meurt. Elle a une nouvelle grossesse, elle accouche dans de très bonnes conditions, le bébé se porte bien, 2-3 jours, le bébé meurt. Donc quand elle fait une troisième grossesse, dès qu'elle accouche, si c'est une fille, on l'appelle Ken Bougoul, en sous-entendant que la mort ne voudra pas d'elle. Et ses enfants ont survécu, et c'est comme ça que le nom de Ken Bougoul est resté. Maintenant, ça ne veut pas dire que les enfants qui s'appellent Ken Bougoul aujourd'hui ont vécu la même chose. Mais l'origine du nom, et il n'y a pas que ça, il y a Sagar, le vieux chiffon, il y a Sun, le tas d'ordures qu'on donne à des femmes, Sun, Sagar. Il y a pour les garçons Amoul Yakar, sans espoir. Donc ça, c'était pour exorciser le mauvais œil, mauvais esprit, mais surtout exorciser la mort. Et ces enfants ont survécu. Et quand j'écrivais Le Baobab Fou, comme je me mettais en abîme dans une autofiction, il y a ce personnage que j'ai appelé Ken Bougoul. Maintenant, avec le temps, quand j'y pense, c'est une copine, une fille qui était au village, dans la maison de ma grand-mère, qu'il avait quittée, parce qu'elle était partie vivre à Kaolack, où j'étais allée pour aller à l'école. Et il y avait cette famille en face, le papa, la maman, les mamans, les enfants. Le soir, quand le papa revient, c'était un bijoutier. Quand il revenait de son atelier du marché, les enfants couraient. Moi, je les enviais parce que je n'ai pas connu ça. Et chaque fois, j'aimais aller chez eux parce que cette ambiance de famille, je crois que même je mangeais tout ça uniquement pour avoir une famille. En même temps, cette fille, on avait le même âge. Donc, j'étais jalouse d'elle parce qu'elle avait une structure familiale. Il y avait de l'affection, il y a le père, on parle, on te dit des choses. Moi, je n'ai pas connu ça. J'étais jalouse d'elle. En même temps, elle était plus jolie que moi. Elle était jolie. Elle était belle. Elle est toujours belle, elle est toujours en vie. Elle est longue, fine, avec son cou long comme ça. Et moi, toute mon enfance, on m'a toujours écrasée. Même des gens qui étaient mes parents, j'avais une sœur qui disait « Ça bat bougat, ton cou court ». Ça veut dire qu'on m'a cassé, quoi. Heureusement que je suis invincible, mais j'ai connu toutes sortes de trucs. Donc, quand j'ai donc donné le nom du livre à cette Ken Bougoul par méchanceté, parce que j'étais jalouse d'elle, parce qu'elle avait une famille, elle avait des parents jeunes, ils mangeaient ensemble, ça rigolait. Quand leur papa revenait du marché, ils couraient. Ça va venir, ça va, papa, qu'est-ce que tu m'as ramené? Moi, j'ai pas connu ça. Donc, jalousie, parce qu'elle avait une famille, et jalousie parce qu'elle était jolie, parce que son cou était plus long que le mien, à quelques centimètres près. Vraiment, on est dans la Vierge de Botticelli ou le nu de Ingres. On est presque dans du Ingres, là, parce qu'on pense que dans sa vertèbre, dans son nu, là, il y a une vertèbre de trop qui fait la différence. Donc, par méchanceté, j'ai donné le nom de ma copine au personnage que je voulais démolir, qui était tout ce que j'avais vécu, que je voulais démolir, parce qu'en fait, tout ce que j'avais vécu jusqu'à me retrouver dans la rue, c'était du préfabriqué de récupération. Récupération des ancêtres, les Gaulois, l'aliénation par rapport à la culture occidentale, me donner aux hommes, c'est des pièces éparses avec lesquelles ce personnage existait. Donc, en le démolissant, le personnage, je démolissais Ken Bougoul parce que c'est elle. Maintenant, l'autre raison pourquoi je signe Ken Bougoul, c'est la maison d'édition qui, en 1900
81 ou 82, parce que le livre est sorti en 82. La maison d'édition, il y avait un directeur littéraire qui disait « Oh là là, si ce livre sort et que vous signez votre nom, vous n'allez pas trouver de mari et de travail dans ce pays. » Je dis « Mari, je n'en veux pas. Mais du travail, j'aimerais bien travailler. » Et donc, elle a dit « Donc, pour te protéger, je dis, moi, je n'ai pas besoin d'être protégée parce que j'assume tout ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de souci. » Elle dit, ta famille. Je dis, mais je n'ai pas de famille. Qui? Moi, je ne les connais pas, moi. Et il a dit, non, mais tu dois avoir des parents par alliance, etc. Enfin, il ne voulait pas que je mette mon nom Marietou Mbaye. Et il a dit, on met Ken Bougoul, le nom de l'héroïne. Et c'est après que je me suis dit, pourquoi j'ai gardé le nom de Ken Bougoul? C'est parce que quand on s'appelle Ken Bougoul, même la mort ne veut pas de toi. Donc ça me permet de vivre, parce qu'on s'appelle Ken Bougoul, on exorcise tous les démons, les mauvais esprits. Ils ne peuvent pas m'attaquer, moi. Ils peuvent pas, même, ça ne me dérange pas du tout, parce qu'ils ne peuvent rien faire contre moi. Donc ça me renforce dans les démarches dans lesquelles je travaille sur ce personnage libéré et libre à travers l'écriture. Donc même j'ai dit que j'aimerais mon passeport au Sénégal, qu'on enlève Marietou et qu'on m'appelle Ken Bougoul Mbaye. Avec la charge mythique et mystique déjà du prénom. Donc je me suis approprié le nom pour dire que je m'appelle Ken Bougoul. C'est-à-dire pour déjà dire que personne ne peut rien faire contre moi, même la mort ne peut rien faire contre moi. Le jour où je voudrais mourir, je vais envoyer un message à la mort et lui dire, bon, demain tu viens me chercher quand j'aurai regardé le ciel bleu, les oiseaux comme ça, et qui va m'emporter en montant, parce que j'aimerais pas être enterré, je veux mourir comme un papillon. Je veux mourir en montant comme ça au ciel. Donc ça, c'est la signification du nom de Ken Bougoul. C'est un nom très très fort, Ken Bougoul. Il y a Sagar aussi, et il y a Sun. Et même dans les îles du Saloum, d'où vous venez, moi je suis sûre qu'il y a des noms similaires. Hein? Fili. Par exemple, dans la société malienne. Oui. Chez les Socé. Ah, ça signifie la même chose, oui, parce qu'on retrouve ça aussi au Mali. Oui, mais qui ont ce sens... oui, oui, c'est ça. Une question sur le baobafou, hein, si vous voulez quelque chose ou bien... La última, porque estamos ya muy... ¿No? No, es que... ¿Qué hora es? Dios mío. D'accord. 8h moins de 10. C'est 20h... non, presque 20h. On doit fermer la maison. Mais on n'a pas parlé du baobafou. Ok. Donc je dois revenir. Oui, oui. Ah, si. Donc je dois revenir parce qu'on doit parler du baobafou, de mes hommes à moi. Bueno, si quieren escuchar, lo siento. Ahora puedes coger un momentito si quieres cuando salgamos. Si quieren leer más cosas de Ken Bougoul, por supuesto, sus obras están aquí en la mediateca que dirige Estefanía, en francés, en español, lo que está en español. Si quieren escucharla en otros contextos, en otras conferencias, también las tenemos grabadas en nuestra mediateca online. Es todo gratuito, tienen acceso total a toda la información. Cuando venga en futuras ocasiones, por supuesto que intentaremos traerla de nuevo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, por compartir este rato con ella, con Ken Bougoul, la invencible e inmortal. Y muchísimas gracias a ti por venir y por hablarnos. Mais les vrais Ken Bougoul, ils ne buvaient pas du vino tinto et queso de cabra. Hein? Moi,